C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le marché qui reste en pause avec très peu d'initiatives en ce début de semaine encore. On le rappelle, une semaine d'échéance technique avec l'expiration de différents produits dérivés, contrats sur indices qui arriveront justement à expiration ce vendredi. Des enjeux techniques, des enjeux politiques évidemment avec la reprise des négociations sur le plafond de la dette prévue aujourd'hui et des rencontres entre les équipes de la Maison-Blanche et les équipes des différents leaders du Congrès américain, sujet de crispation immédiate. Et dans ce contexte, les marchés effectivement restent plutôt atones. Le CAC 40 tourne autour de l'équilibre en termes de performance aujourd'hui, au-delà du seuil des 7400 points, avec une série de données économiques en provenance de Chine ce matin qui jettent un doute sur la vigueur de la reprise chinoise à ce stade. On a vu une série de statistiques reportant sur le mois d'avril en matière de production industrielle, en matière de vente au détail, qui sortent en deçà et parfois très nettement des attentes, du consensus des économistes. Est-ce que la reprise chinoise est déjà en train de s'essouffler? C'est un sujet dont nous parlerons avec Arnaud Faller dans quelques instants, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Et puis nous resterons dans la sphère émergente avec Anne-Laure Frischlander-Jacobson, DG de BNY Mellon IM en France, pour évoquer la question de la décarbonation des économies, l'objectif carbone neutre 2050 qui passe évidemment par des efforts importants dans la sphère émergente. Comment ces efforts seront-ils financés? Nous parlerons de l'émergence et de l'augmentation, la naissance de ce marché de la dette émergente à impact. Ce sera le sujet que nous traiterons dans cette demi-heure d'émission. Mais d'abord, les éléments de marché un peu immédiats, et c'est Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci d'être avec nous. Le sujet à la une, c'est l'Asie. L'Asie qui nous permet à la fois de s'interroger sur la reprise économique chinoise et la vigueur de la reprise économique chinoise à ce stade, quelques mois après la réouverture sanitaire. Et ça nous permet également de regarder un petit peu ce qui se passe du côté du Japon. Pourquoi est-ce que l'Asie vous intéresse aujourd'hui, Arnaud? C'est sûr, c'est la zone de croissance au cours des dernières années très claire. Ce qui se passe effectivement, il faut bien voir que l'Asie ne se concentre pas uniquement sur la Chine. En tout cas, on peut jouer la croissance asiatique autrement que par uniquement des valeurs actions côté chinoise. Donc d'abord en termes de macro, donc effectivement vous avez souligné qu'il y a une reprise clair, une fois qu'on a levé les restrictions sanitaires. Donc sur un an, on bénéficie d'un effet de base évidemment très important, puisque printemps 2022, on était en confinement, d'où les chiffres qui apparaissent très forts. La vente au détail sur un an, c'est 18,4% de hausse, comme annoncé ce matin. Simplement, c'est sorti un peu en dessous des ententes. Alors, il n'y a pas de catastrophe, mais parce qu'on retrouve le niveau d'avant Covid en rythme, mais c'est pas aussi fort que certains l'escomptaient. Donc, d'autant plus que cette fois-ci, le secteur manufacturier, c'est comme dans le reste du monde. La production industrielle progresse aussi de 5,5%, c'est beaucoup. Par contre, encore une fois, c'est l'effet de base qui est à la manœuvre, ce qui fait qu'on a en tête que là aussi, la reprise est un peu moins vigoureuse. D'ailleurs, ça se traduit par le taux de chômage des jeunes qui reste très élevé. Et la Chine a du mal à créer des emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi après leur formation. On est au plus haut historique de 20,4. Donc tout ça pour dire que effectivement, la croissance chinoise post-reprise après les mesures de confinement, elle est là, mais pas du tout aussi fort que prévu. Il faut avoir en tête que c'est pas que la Chine qu'il faut regarder. Il faut regarder aussi le reste. Et une des manières de le jouer, il nous semble effectivement que le Japon, c'est plutôt une bonne idée.
D'ailleurs, ça a été souligné par d'autres investisseurs, puisque en termes de flux d'investissement, le Japon s'en sort très bien depuis le début de l'année. En termes de volume traité sur le marché actions cotées, on est aussi avec des volumes très forts. On apprécie, en fait, au sein de ces pairs, on apprécie que quand les marchés montent avec du volume, parce qu'on se méfie évidemment quand les indices bougent, alors qu'il n'y a pas beaucoup de volume, ça veut dire que, évidemment, c'est un peu plus fragile. Là, à la différence d'ailleurs que de la Chine, le volume d'actions cotées en Chine, c'est assez faible en ce moment, alors qu'au Japon, il y a des volumes plus forts. Et puis, vous voyez que sur les indices eux-mêmes, ça se traduit quand même, puisque le Topix, c'est quasiment plus haut depuis 1990. Donc, tant mieux. Il y a plutôt des bonnes nouvelles sur le Japon, en macro et en micro. D'ailleurs, en micro, la publication on a fini la publication des résultats. Ça, c'est plutôt une bonne saison. La cote est assez riche en termes de segments aussi bien value que croissance. Il n'y a pas trop il y avait des biais value, mais il y a aussi des valeurs de croissance. Et puis, on a évidemment la gouvernance des sociétés japonaises. Elle est un peu plus assurée que la gouvernance des sociétés peut-être chinoises. Auquel cas, ça rassure peut-être aussi les investisseurs. C'est une manière de jouer la croissance chinoise qui peut être pertinente. Sur le Japon, Arnaud, parce que c'est vrai qu'on en parle régulièrement pour évoquer la désillusion quand même des investisseurs historiques sur ce marché japonais. Combien de fois est-ce qu'on a parlé de faux départ pour le marché japonais ? Est-ce que là c'est un intérêt simplement tactique de votre part, ou est-ce qu'il y a des éléments qui se mettent en place qui plaident peut-être pour quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus solide ? Alors c'est vrai que le tactique joue, c'est évident, parce que, encore une fois, dans un contexte où c'est plus compliqué d'acheter les actions cotées chinoises, mais pour autant, ça peut être effectivement, au moment où il était plombé historiquement par beaucoup de déflation, peut-être que dans un monde où l'inflation ressortira plus faible qu'aujourd'hui, mais malgré tout plus haut que les craintes de déflation qu'on a connues par le passé, ça peut être un catalyseur sur le Japon. Alors on verra, même s'ils normalisent même leur politique de taux, c'est pas encore le cas. On verra si, mais c'est probable dans les prochaines réunions que la politique de courbe des taux devrait être modifiée et que le 10 ans japonais s'éloigne un peu des 0,40 qui est là où il est aujourd'hui. Bon, ce qui montre bien, mais ça serait peut-être bien vu par les investisseurs. Ouais. Ce qui montre aussi d'ailleurs le décalage qu'on peut avoir entre le cycle des différentes banques centrales, puisque le Japon n'a même pas commencé encore à agir en matière de normalisation de sa politique monétaire, que la Fed, elle, de l'autre côté, est déjà en pause. Oui, effectivement. Donc les chiffres d'inflation sont sortis un peu mieux que prévu, à 0,1 près. Mais en tout cas, on a en tête que les effets des nombreuses hausses des taux connues depuis l'été dernier arrivent clairement. On voit bien ça dans les conditions de crédit qui se sont fortement tendues. On voit bien évidemment aussi sur l'effet des banques régionales US qui là aussi compliquent les conditions de crédit, et le volume d'octroi de crédit en masse baisse un peu. D'ailleurs, le sentiment de confiance des PME est plutôt en forte baisse. Alors, la consommation tient des ménages, même si le sentiment de confiance des ménages rebaisse, on l'a vu la semaine dernière. Tout ça pour dire qu'effectivement, on pense qu'aux États-Unis, la Fed va arriver en période de pause et qu'on maintient notre idée que quasiment tout est fait sur la crainte de hausse des taux longs, et que le 10 ans US est attractif dans les portefeuilles aujourd'hui. Oui, c'est une pause, c'est pas une tentative de pause là dont on parle aujourd'hui, Arnaud. Oui. Il va falloir simplement réconcilier les points de vue aujourd'hui, c'est différent entre les marchés et la Fed sur les baisses des taux au deuxième semestre. La Fed dit qu'il ne fera rien en 2023 et les marchés pensent qu'il y aura déjà des baisses de taux. Donc à surveiller ça, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on préfère plutôt le 10 ans que les maturités courtes. Où les maturités courtes, il y a déjà pas mal d'anticipation de baisse des taux. On verra le rythme réel. On pense qu'il y aura quand même des baisses en 2023, pas forcément autant que les anticipations que le marché a en tête aujourd'hui. D'où le fait notre préférence sur la maturité longue plutôt que sur le très court américain. Comment vous regardez le marché américain, c'est là où c'est... Comment vous regardez le marché action aux États-Unis, Arnaud, avec finalement un S&P qui reste, alors qui n'est pas revenu sur ses sommets historiques, mais pas loin de 4200 points, qui est un niveau clé quand même que tout le monde regarde. C'est vrai que
il y a une caractéristique assez spécifique en ce moment. Le marché américain, ça fait 7 semaines qu'il clôture dans un range très serré de 2%, entre 4100 et 4170. 7 semaines, c'est assez rare dans l'histoire que ça dure autant, et c'est pas une période estivale, c'est une période d'habitude où ça secoue un peu, dans un sens ou dans l'autre. Alors, et en plus dans des volumes d'activité qui sont assez faibles. Alors, on a regardé aussi, il y a peut-être des phénomènes techniques qui expliqueraient ça. C'est donc le volume traité sur les options un jour explose et représente entre 30 et 40% du volume des options aujourd'hui. C'est beaucoup, c'est nouveau, et une des conséquences, il nous semble, c'est effectivement ça capte des variations quotidiennes dans les deux sens, c'est-à-dire ça crée un plafond et ça crée un plancher de variations quotidiennes. Et à surveiller de près, parce que pour l'instant c'est le cas depuis un peu de temps, mais s'il y avait un événement un peu exogène, ce château de cartes entre guillemets pourrait effectivement, en tout cas, être remis en cause. Mais tant qu'il n'y a pas d'événement exogène, à contrario, ça peut durer encore longtemps puisqu'il y a ce phénomène technique qui se prolongerait. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme événement exogène ? Est-ce que ça peut être le plafond de la dette ? Alors, 2 secondes dessus, donc vous en avez parlé. Il faut que les démocrates et les républicains se mettent d'accord. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y a un accord très rapide qui pourrait arriver à se mettre en place. Alors, le temps compte, donc il faut se rappeler que c'est plutôt autour du 1er juin, en tout cas la première semaine de juin, qu'on aurait atteint le plafond de la dette. Le président américain Biden va aller en Asie pour le G7. Les jours quand même commencent à être comptés et c'est compliqué de transiger avec un parti républicain qui est aussi divisé. Alors, il faut juste rappeler aussi que Trump appelle à ce qu'il y ait un défaut et à provoquer un défaut de gouvernement américain. Bon, le pire n'est jamais certain, comme on dit dans ce genre de cas, et dans l'histoire, on a pu à chaque fois qu'on était au bord du précipice, mais qu'on a toujours resté en dehors. C'est à surveiller quand même, parce qu'encore une fois, le parti républicain est assez divisé. Là, mais il nous semble que pour nous, la probabilité la plus forte, c'est quand même malgré tout qu'il y aurait une extension à court terme du plafond, au moins jusqu'à fin septembre, pour éviter de pouvoir trancher dans les jours du retour du 1er juin. Mais à surveiller, parce qu'encore une fois, le parti républicain, très divisé, et vous vous rappelez le nombre de jours de session qu'il a fallu pour que McCarthy soit à la Chambre, c'est au-delà de 12. C'est une quinzaine de tours de vote pour élire le speaker républicain de la Chambre. Voilà. Donc, manifestement, on ne peut pas dire une unité affirmée. Donc, à surveiller. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un autre événement catalyste qui pourrait changer ce trading range, comme on dit, ce plancher plafond qui soit assez serré? Pour l'instant, c'est assez difficile à voir, autre que la géopolitique. Donc, peut-être malgré tout que ça peut un peu durer pendant quelques temps. Comment on gère cette phase en termes d'allocation, Arnaud ? Exactement. Donc, comme j'évoquais avec la pause de la Fed, on maintient la position qu'on avait sur les taux 10 ans US qui a été bénéfique. Donc aujourd'hui, ils sont à 3,47. C'est l'actif qu'on aime bien aujourd'hui. Et du côté action, on a évidemment des positions. Simplement, on a en tête qu'il devrait y avoir un meilleur timing pour augmenter l'exposition action. D'où le cas, donc on est assez mesuré. Donc on préfère au sein des actions les pays, donc la zone euro, qui est plutôt moins cher en termes de PE, etc. Et surtout aussi, il y a un secteur bancaire qui est attractif. Et puis, comme on a mentionné tout à l'heure, le Japon. Donc il y a aujourd'hui un poids d'ailleurs assez important chez nous, devant même quand les fonds à performance absolue, la gamme croissance, un fonds, le poids Japon est même devant le poids action américain, ce qui est assez rare quand même dans l'histoire. Merci beaucoup Arnaud, merci pour cet éclairage sur la situation immédiate des marchés et le positionnement retenu au sein des équipes de CPR Asset Management. Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements de CPR AM, qui était avec nous par téléphone. Parlons à présent de l'enjeu de la neutralité carbone, de la décarbonation de nos économies et de l'économie mondiale dans son ensemble. C'est bien un objectif mondial qui inclut les pays développés
et les pays émergents. Nous en parlons avec Anne-Laure Frischlander-Jacobson, DG de BNY Mellon IM en France. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour évoquer ce sujet, effectivement. Alors, sous l'angle de la sphère émergente, l'objectif carbone neutre 2050 anime évidemment les débats, les discussions, les stratégies d'investissement de bon nombre d'acteurs des pays développés. C'est aussi, et peut-être même avant tout, un enjeu pour la sphère émergente aujourd'hui. Comment est-ce que vous posez justement ce débat et cette équation pour les pays émergents face à cet objectif de neutralité carbone ? Déjà, si on regarde où on en est, le constat, malheureusement, est qu'il faut redoubler d'efforts pour arriver à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Alors, juste pour illustrer, il y a quand même pas mal d'initiatives, vous l'avez dit, c'est une dimension globale, les investisseurs institutionnels sont très engagés pour y arriver. Mais aujourd'hui, si on reprend par exemple un chiffre, sur 2021, il y a eu 350 milliards qui ont été investis sur l'énergie renouvelable. C'est bien, c'est en augmentation. Mais selon une étude que nous avons faite, BNY Mellon avec Fathom Consulting, il faudrait 100 000 milliards à investir dans la transition énergétique d'ici au cours des 30 prochaines années pour réussir à cette neutralité carbone. Alors, pour mettre en perspective, ça représente quoi ? C'est à peu près 15% des investissements à l'échelle mondiale qui devraient être pendant 30 ans versés sur cette... 100 trillions de dollars, 100 000 milliards sur 30 ans. C'est 15%. Très clair. Des investissements mondiaux qui devraient être dédiés à la transition énergétique, et c'est 3% du PIB. Donc on en est encore très très loin. Et la réalité, sur le point pourquoi les émergents nous intéressent particulièrement, parce qu'il faudrait que 50% de ce montant soit investi vers la zone émergente. La zone émergente, pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est là où il y a la plus grande demande énergétique au niveau du monde. Là aussi, c'est déjà une population très importante et qui grossit. C'est 80% de l'espace de la planète. Et il devrait représenter plus de 70% de la demande énergétique d'ici 2040. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que les efforts que l'on a vus se font beaucoup sur notre pays domestique et peu encore sur les émergents. On a quand même des choses positives. On ne va pas tenir un tableau trop négatif. Il y a des investissements qui se réalisent sur les pays émergents. Il y a eu des progrès qui ont été faits, que ce soit grâce justement à des aides gouvernementales, des entreprises qui se sont mis dans les pays émergents pour justement travailler cette décarbonation, ne serait-ce que l'énergie solaire. L'énergie solaire est intéressante notamment de ces pays émergents parce que justement ils bénéficient d'un ensoleillement. Ça peut être aussi une abondance pour tout ce qui est éolien. Donc nous, très clairement, les émergents vont jouer un rôle crucial dans la décarbonation et sont sous-investis. Alors, qu'est-ce que ça peut créer comme opportunité pour un investisseur aujourd'hui ? Outre l'attrait du rendement, de la croissance, on le sait, les émergents ont une croissance plus importante que les pays développés, avec les challenges que ça représente, le niveau de risque, l'impact du dollar élevé ces dernières années qui n'a pas facilité forcément les investissements. Néanmoins, aujourd'hui, pour un investisseur, s'intéresser aux pays émergents peut permettre justement d'arriver à cette décarbonation aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Aujourd'hui, on peut très bien s'intéresser à ne serait-ce que sur des fonds actions qui vont jouer les émergents, avec notamment la directive SFDR 9. Et puis, il y a le marché obligataire qui est assez intéressant, notamment les obligations à impact. Alors, peut-être déjà rappeler ce que c'est qu'une obligation à impact. Une obligation à impact, c'est une obligation dont le produit va être utilisé pour avoir un impact positif, qu'il soit environnemental ou sociétal, et en ligne avec les objectifs de développement durable, les ODD, des Nations Unies.
Donc, les émissions à impact sont nées à peu près il y a une dizaine d'années. Au départ, c'était plutôt des obligations vertes. C'est ce qu'on appelle green bonds, voilà, social bonds, etc. Et ça se regroupe dans la famille de la des obligations dette à impact. Des obligations. Donc, au départ, il avait que des obligations vertes, les green bonds, les fameux green bonds. Et puis, plus récemment, ça s'est développé avec les social bonds ou les impact bonds. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller dans son ensemble. Parce que s'intéresser à l'environnement, bien sûr, mais dans les émergents plus particulièrement, l'impact sociétal va être important. Pourquoi ? Parce que l'éducation, c'est-à-dire on ne va pas pouvoir demander à des pays émergents d'utiliser l'énergie solaire s'ils ne savent pas non plus lire et écrire. Donc le social joue un rôle très très important. Donc on s'intéresse vraiment à ces obligations-là. Il y a eu une très forte progression. Aujourd'hui... Parce que ce marché, quand il a été créé, Green Bonds, Social Bonds, c'était très européen quand même. Enfin, l'Europe est le plus gros marché pour ce type d'émissions obligataires aujourd'hui. Oui. C'est quelque chose qui se développe dans la sphère émergente. Dans quelle mesure ? Ça se développe bien. Aujourd'hui, c'est à peu près 30% des émissions obligataires émergentes qui sont des obligations à impact. D'accord. Donc on a aujourd'hui ces 250 milliards qui sont des émissions à impact, et on a à peu près 200 émetteurs. Donc on peut le jouer aussi de différentes façons, soit des obligations privées, soit des obligations publiques. Ouais. Nous, on aime bien les obligations privées, parce que la problématique du public, c'est que ça va se jouer beaucoup finalement à la politique du pays, qui peut être... Oui. Plus ou moins aligné. Oui, par exemple, la Chine ou le Brésil. Bien sûr. Il y a des entreprises en Chine et au Brésil qui nous intéressent. Mais est-ce qu'on peut très clairement, dans une ambition environnementale, sociétale, acheter des obligations qui ne remplissent pas en fait l'ensemble des critères. En Chine, on sait très bien que les droits de l'homme peuvent être problématiques. Et le problème de la déforestation au Brésil. Donc ça, très clairement, on va préférer des entreprises locales, des émissions obligataires locales, plutôt que le pays. Le risque est mieux contrôlé pour vous, quand on parle de cette sphère émergente, avec les exemples que vous avez cités, le risque est mieux contrôlé quand on est dans l'univers de la dette privée d'entreprise, plutôt que dans l'univers de la dette obligataire souveraine. Il y a moins Et puis, le rôle de l'engagement, si vous voulez, d'un asset manager, directement avec l'entreprise, va être plus parlant qu'avec le gouvernement. Le dialogue est plus évident. Bien entendu. Et le rôle de l'engagement est clé dans cet univers-là. C'est un univers qui se développe, c'est un vrai univers d'investissement aujourd'hui pour vous. Qu'est-ce que ça représente en termes de rendement, en termes de performance, si on regarde ça du point de vue de l'investissement, ce qui intéresse l'investisseur, avec évidemment les engagements en matière d'impact environnementaux, sociaux, sociétaux? Alors déjà, c'est un investissement de long terme, donc on regarde toujours les opportunités sur le long terme. Aujourd'hui, les émergences, ce qui est intéressant, et c'est en ligne un peu avec ce qu'a dit Arnaud Faller de CPR juste auparavant, c'est qu'il y a un côté attractif au niveau de la valorisation. Donc, c'est un point d'entrée intéressant parce que la valorisation est attractive. On est sur des rendements qui sont, au niveau de la dette obligataire, plus élevés que la dette développée. On a eu, les dernières années, une déception... qui était liée de la part des émergents par rapport à la valorisation du dollar. Et notamment sur le fait qu'en période d'inflation élevée, les flux de capitaux vont de facto se mettre plus vers la zone dollar que vers la zone émergente. Maintenant, nous, si on regarde maintenant les dettes émergentes qui sont libellées en dollars, il y a un intérêt parce que là, effectivement, cette parité qui est intéressante. Donc oui, il y a un attrait. Il n'y a pas encore ce qu'on appelle le greenium, c'est-à-dire cette valorisation supérieure qui serait donnée à des obligations vertes d'un côté technique. Une prime verte, quoi. Une prime verte. Une prime verte. On essaye de pas forcément... c'est quelque chose qui a été notamment beaucoup cité sur les obligations vertes en Europe.
sur les obligations émergentes, il y a cette sensibilité, mais ce n'est pas forcément là où on va vraiment mettre notre intérêt, mais c'est bénéficier d'une forte croissance qui va aller vers ces marchés-là et qui peut être phénoménale sur toute cette nouvelle industrie qui est en train de se créer. Quelles sont les économies leaders qui pèsent le plus aujourd'hui dans ce marché de la dette émergente à impact ? Est-ce qu'on retrouve d'ailleurs la hiérarchie émergente traditionnelle avec on retrouve les la Chine, bien sûr, la Chine est très très importante. L'Inde, l'Afrique sont des zones très importantes pour arriver à cette transition parce que consomment énormément en nouveau de ressources. La Chine, bien sûr, Chine. Bon, très intéressant, effectivement, la naissance et la croissance de ces marchés de dette émergente à impact, qui sont évidemment un outil de financement clé pour cet objectif carbone neutre 2050. Aujourd'hui, qui est sous-investi par l'ensemble du marché des investisseurs et qui sera probablement dans les prochaines années là où va se diriger la plus grande croissance, un marché clé pour arriver à cette transition. Donc très important à regarder. Merci beaucoup Anne-Laure. Merci pour cette mise en perspective effectivement des objectifs carbone neutres pour la sphère émergente et des outils de financement qu'il va falloir faire progresser dans les prochaines années. Anne-Laure Frischlander-Jacobson, DG de BNY Mellon IM en France, qui était avec nous, l'invité de Smart Bourse dans cette édition de la mi-journée. On se retrouve évidemment à 17h en direct sur Bismart.